Tous ces souvenirs ajoutés les uns aux autres ne formaient plus qu'une masse, mais non sans qu'on ne pût distinguer entre eux, entre les plus anciens et ceux plus récents nés d'un parfum, puis ceux qui n'étaient que les souvenirs d'une autre personne de qui je les avais appris, sinon des fissures, des failles véritables, du moins ces vénures, ces bigarrures de coloration qui, dans certaines roches, dans certains marbres, révèlent des différences d'origine, d'âge, de formation. Certes, quand approchait le matin, il y avait bien longtemps qu'était dissipée la brève incertitude de mon réveil. Je savais dans quelle chambre je me trouvais effectivement. Je l'avais reconstruite autour de moi dans l'obscurité, et, soit en m'orientant par la seule mémoire, soit en m'aidant comme indication d'une faible lueur aperçue, au pied de laquelle je plaçais les rideaux de la croisée, je l'avais reconstruite tout entière, et meublée comme un architecte et un tapissier qui gardent leur ouverture primitive aux fenêtres et aux portes. J'avais reposé les glaces et remis la commode à sa place habituelle. Mais à peine le jour, et non plus le reflet d'une dernière braise sur une tringle de cuivre que j'avais pris pour lui, traçait-il dans l'obscurité, et comme à la craie, sa première raie blanche et rectificative, que la fenêtre avec ses rideaux quittait le cadre de la porte où je l'avais située par erreur, tandis que pour lui faire place, le bureau, que ma mémoire avait maladroitement installé là, se sauvait à toute vitesse, poussant devant lui la cheminée et écartant le mur mitoyen du couloir. Une courette régnait à l'endroit où il y a un instant encore s'étendait le cabinet de toilette, et la demeure que j'avais rebâtie dans les ténèbres était allée rejoindre les demeures entrevues dans le tourbillon du réveil, mise en fuite par ce pâle signe qu'avait tracé au-dessus des rideaux le doigt levé du jour. Deuxième partie, un amour de Swann. Pour faire partie du petit noyau, du petit groupe, du petit clan des Verdurins, une condition était suffisante, mais elle était nécessaire. Il fallait adhérer tacitement à un credo, dont un des articles était que le jeune pianiste, protégé par Madame Verdurin cette année-là, et dont elle disait « ça ne devrait pas être permis de savoir jouer Wagner comme ça », enfonçait à la fois Planté et Rubinstein, et que le docteur Cottard avait plus de diagnostic que Potin. Toute nouvelle recrue, à qui les Verdurins ne pouvaient pas persuader que les soirées des gens qui n'allaient pas chez eux étaient ennuyeuses comme la pluie, se voyait immédiatement exclue. Les femmes étant à cet égard plus rebelles que les hommes à déposer toute curiosité mondaine et l'envie de se renseigner par soi-même sur l'agrément des autres salons, et les Verdurins, sentant d'autre part que cet esprit d'examen et ce démon de frivolité pouvaient par contagion devenir fatales à l'orthodoxie de la petite église, ils avaient été amenés à rejeter successivement tous les fidèles du sexe féminin. En dehors de la jeune femme du docteur, ils étaient réduits presque uniquement cette année-là, bien que Madame Verdurin fût elle-même vertueuse et d'une respectable famille bourgeoise, excessivement riche et entièrement obscure, avec laquelle elle avait peu à peu cessé volontairement toute relation, à une personne presque du demi-monde, Madame de Crécy, que Madame Verdurin appelait par son petit nom Odette, et déclarait être un amour, et à la tante du pianiste, laquelle devait avoir tiré le cordon. Personne ignorante du monde, et à la naïveté de qui il avait été si facile de faire accroire que la princesse de Sagan et la duchesse de Guermantes étaient obligées de payer des malheureux pour avoir du monde à leur dîner, que si on leur avait offert de les faire inviter chez ces deux grandes dames, l'ancienne concierge et la cocotte eussent dédaigneusement refusé. Les Verdurins n'invitaient pas à dîner. On avait chez eux son couvert mis. Pour la soirée, il n'y avait pas de programme. Le jeune pianiste jouait, mais seulement si ça lui chantait. Car on ne forçait personne. Comme disait M. Verdurin, tout pour les amis, vive les camarades. Si le pianiste voulait jouer la chevauchée de la Valkyrie ou le prélude de Tristan, Madame Verdurin protestait. Non que cette musique lui déplut, mais au contraire parce qu'elle lui causait trop d'impression. Alors, vous tenez à ce que j'ai ma migraine. Vous savez bien que c'est la même chose chaque fois qu'il joue ça. Je sais ce qui m'attend. Demain, quand je voudrais me lever, bonsoir, plus personne. S'il ne jouait pas, on causait. Et l'un des amis, le plus souvent leur peintre favori d'alors, lâchait, comme disait M. Verdurin, une grosse faribole qui faisait s'esclaffer tout le monde. Madame Verdurin surtout, à qui, tant elle avait l'habitude de prendre au propre les expressions figurées des émotions qu'elle éprouvait, le docteur Cottard, un jeune débutant de cette époque, dut un jour remettre sa mâchoire qu'elle avait décrochée pour avoir trop ri.
La baignoire était défendue parce qu'on était entre copains et pour ne pas ressembler aux ennuyeux dont on se garait comme de la peste et qu'on n'invitait qu'aux grandes soirées, données le plus rarement possible et seulement si cela pouvait amuser le peintre ou faire connaître le musicien. Le reste du temps, on se contentait de jouer les charades, de souper en costume, mais entre soi, en ne mêlant aucun étranger au petit noyau. Mais au fur et à mesure que les camarades avaient pris plus de place dans la vie de Madame Verdurin, les ennuyeux, les réprouvés, ce fut tout ce qui retenait les amis loin d'elle, ce qui les empêchait quelquefois d'être libres. Ce fut la mère de l'un, la profession de l'autre, la maison de campagne ou la mauvaise santé d'un troisième. Si le docteur Cottard croyait devoir partir en sortant de table pour retourner auprès d'un malade en danger, qui sait, lui disait Madame Verdurin, cela lui fera peut-être beaucoup plus de bien que vous n'alliez pas le déranger ce soir. Il passera une bonne nuit sans vous, demain matin vous irez de bonne heure et vous le trouverez guéri. Dès le commencement de décembre, elle était malade à la pensée que les fidèles lâcheraient pour le jour de Noël et le 1er janvier. La tante du pianiste exigeait qu'il vînt dîner ce jour-là en famille chez sa mère à elle. « Vous croyez qu'elle en mourrait, votre mère » s'écria durement Madame Verdurin. « Ah, si vous ne dîniez pas avec elle le jour de l'an, comme en province !» Ces inquiétudes renaissaient à la Semaine sainte.